Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler des Clippers. Je sais que nous sommes sur Lakers tout le temps. LTLT, la chaîne francophone des Lakers. Je sais. Si je vous parle des Clippers, c'est pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé hier soir. Je vous assure qu'il y a une explication derrière tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get Les Lakers ont succombé hier face aux Clippers. Face aux Sixers. Vous voyez, je suis en train de m'emmêler les pinceaux parce que je pensais qu'on jouait face aux Clippers hier soir, puisque j'ai une explication pour la défaite des Lakers hier. Quelle est l'équipe que les Lakers n'arrivaient pas à battre dans la NBA récemment, jusqu'au trade qui a envoyé Harden aux Clippers et qui a envoyé un tas de joueurs aux Philadelphia 76ers? C'était bien sûr les Clippers. Pourquoi? Parce que cette équipe des Clippers avait la formule pour battre les Lakers. Quelle est cette formule? Beaucoup de joueurs de périmètre, des wings, des gens qui ont des longs bras, capables de défendre et de prendre des tirs extérieurs. Il se trouve que 4 de ces joueurs sont passés des Clippers aux Sixers. Qu'est-ce qu'on a du côté des Sixers? Covington, Nico Batum, Marcus Morris, KJ Martin qui est aussi arrivé dans ce trade. À ça, il faut ajouter les joueurs qui étaient dans cette équipe des Sixers déjà, qui sont des wings. Par exemple, un joueur comme Kelly Oubre, qui n'a pas joué hier puisqu'il a eu un accident, mais qui est aussi dans ce profil-là. Il y a aussi Daniel House qui n'a pas joué. À côté de tout ça, vous avez aussi des joueurs comme D'Anthony Melton ou encore Patrick Beverley. Même Patrick Beverley, il est capable de défendre sur le périmètre. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir autant de joueurs sur le périmètre capable de défendre et surtout capable de switcher. Autour de Embiid, ça fait un ensemble assez cohérent qui peut donner des problèmes à pas mal d'équipes en NBA. Au final, c'est très simple de construire une équipe gagnante en NBA. Il faut beaucoup de joueurs capables de travailler sur le périmètre en défense et capables de mettre les tirs extérieurs. C'est exactement ce que possède cette équipe des Sixers. À ça, je n'ai pas oublié non plus Tobias Harris. Même si c'est pas un grand défenseur, mais il est capable de se mettre devant un attaquant, le gêner suffisamment, lui donner des problèmes en défense et lui poser des problèmes en attaque. Donc, cette équipe des Sixers, pour moi, a la formule parfaite pour battre les Lakers. Donc, c'est un très mauvais match-up pour les Lakers. Très mauvais match-up. Et il se trouve que ça va durer. Et puisque cette équipe des Sixers a battu les Lakers 7 fois de suite. Donc, les Lakers doivent absolument trouver une solution pour battre cette équipe. À côté de tout ça, vous avez le monsieur fondamental qui est dans la raquette et qui peut faire tellement de choses. À ça, vous ajoutez cette combinaison avec Maxey. Voilà une formule gagnante qui a fait que les Lakers ont perdu hier 138 à 94, soit 44 points de différence. Soit un massacre, soit une rousse, soit une gifle collective. Les Lakers n'ont pas eu de solution hier. Mais nous, on va quand même essayer d'analyser tout ça. Je vous ai déjà donné un élément de réponse. Les Sixers, pour les Lakers, c'est un very, very bad match-up. C'est un mauvais match-up. Il se trouve qu'il y a une autre équipe dans la conférence Est qui a à peu près la même structure d'équipe avec beaucoup de joueurs de qualité sur le périmètre. Ce sont les Celtics de Boston. De ça, on en parlera une autre fois dans une nouvelle émission. Restons sur les Lakers, restons sur ce qui s'est passé hier soir. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good. Le pire dans cette histoire, c'est que ce match est très difficile à pouvoir noter et à pouvoir évaluer. On ne peut pas tirer d'enseignement de ce match puisque c'est une aberration qui s'est produite hier. Les Lakers ont lâché le match très rapidement dès le premier quart-temps. De telle sorte que, dans le 4e quart-temps, Eddie n'a même pas mis les pieds sur le terrain. Ils ont préféré le conserver. C'était peut-être la chose la plus sage à faire. Alors, les Lakers avaient une tactique particulièrement simpliste. Donner la balle à Anthony Davis et ne rien faire. Et le laisser faire ce qu'il veut, prendre des shoots sans lui donner
la possibilité de faire des passes, sans ouvrir le cours pour qu'il puisse travailler au poste, sans lui proposer des solutions. Surtout, ils ont mal compris la tactique de leur entraîneur, qui consistait à donner la balle à Anthony Davis pour l'impliquer, mais que tout autour de lui continue à fonctionner. Non. Leur tactique, c'était donner la balle à Anthony Davis et ne rien faire. Ou alors, l'oublier en deuxième mi-temps, et dans les deux cas, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'ils ont tout de suite compris que Joel Embiid était trop fort et qu'il était secondé par Tyrese Maxey, qui est une star en devenir. Futur superstar de la NBA, joueur très intelligent, très rapide. Tout ce qu'il fait, il le fait vite, il le fait bien. Donc, les Lakers n'avaient absolument aucune chance hier soir. Face à Nick Nurse, le coach des Sixers, il faut avoir un plan bien huilé et bien subtil. Ou alors, il faut que vous soyez beaucoup plus fort que lui. Ce n'était pas le cas des Lakers par rapport aux Sixers hier. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis en train de lâcher le dossier D'Angelo Russell. Je n'ai plus confiance en D'Angelo Russell. J'avais mes questions avant, mais là, mes questions ont été répondues. Je ne pense pas qu'il puisse faire l'affaire. On sait que la défaillance vient de Reeves, qui n'a pas répondu à l'appel. On savait que cette saison, Anthony Davis et LeBron James devaient être secondés par un joueur, un troisième larron qui devait apporter beaucoup plus que ce que ces gars ont apporté. On sait que Rui Hachimura, qui a aussi reçu le pactole pendant l'intersaison, est blessé, et même quand il était là, il était particulièrement irrégulier. D'Angelo Russell n'est pas la solution, je suis désolé. On l'a vu disparaître l'année passée face aux Nuggets de Denver, et on pensait que cette année, il allait avoir la rage. Eh bien non, ce joueur est beaucoup trop nonchalant. J'ai lâché le dossier D'Angelo Russell pour 3 raisons. La première raison, c'est l'irrégularité. Il se trouve que 2 des 3 joueurs majeurs de cette équipe des Lakers sont beaucoup trop irréguliers. Anthony Davis et D'Angelo Russell. Mais au moins, Anthony Davis, même quand il est irrégulier en attaque, il est toujours présent en défense et souvent, il est présent au rebond. Alors que D'Angelo Russell, il n'apporte pas. Quand son tir ne rentre pas, il ne sert plus à rien. La deuxième raison, c'est la lenteur du garçon. Quand Anthony Davis ou LeBron James placent un écran, on attend que le porteur de balle puisse attaquer l'anneau. Un peu à la manière de Russell Westbrook, attaquer l'anneau et mettre l'équipe adverse en difficulté. Il est beaucoup trop lent. Il ne réagit pas assez rapidement. Je vous ai dit que Maxey, il faisait tout rapidement et bien. D'Angelo Russell, il fait les choses lentement et c'est 1 fois sur 2 seulement que c'est bien. On l'a vu hier, il n'y a pas eu de photo. Ce jeu en écran passe derrière le dos entre Embiid et Maxey, ça a été le poison pour les Lakers. Les Lakers ont trouvé absolument aucune réponse à cette parade. De telle sorte que ces 2 joueurs, c'est 61 points hier soir. C'est énorme. D'Angelo Russell n'est absolument pas la solution pour les Lakers. Je suis vraiment désolé de le dire. Je sais que c'est tôt pour prendre cette décision, mais ça fait longtemps qu'aux Lakers, on le connaît. Il a été drafté par les Lakers, il a été tradé, il est revenu dans un trade, il a fait une saison l'année passée mi-figue, mi-raisin, où il a été particulièrement intéressant face à Golden State, mais face aux Denver Nuggets, il a complètement disparu. Et l'un des problèmes, c'est la lenteur. Quand LeBron place un écran pour D'Angelo Russell, il s'attend à ce que ce gars attaque la défense, mais il ne le fait pas, ou il le fait en slow motion. Dans la NBA d'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et vous savez à quel point c'est compliqué, c'est dur de placer des écrans dans cette NBA où les joueurs sont de plus en plus forts et de plus en plus physiques. LeBron a 39 ans, placer des écrans, c'est une forme de punition pour son corps. Ce système-là ne fonctionnera pas. La troisième raison, c'est sa défense. Tout ce que je viens de vous dire concerne l'attaque. Et je ne vous ai même pas parlé de la défense. C'est un point faible de cette équipe des Lakers. Il ne peut pas rester sur le terrain. Et même s'il fait une bonne saison régulière, en play-off, ça va coincer. Et avant de crucifier Darvin Ham, puisque je suis l'un de ceux qui pensent qu'il a failli,
Eh bien, avant de le crucifier tout à fait, dites-vous bien qu'il a deux joueurs majeurs qui sont des points faibles en défense. Austin Reeves et D'Angelo Russell. Il aura beaucoup de difficultés à pouvoir compenser ça. Donc, il faut penser à cette donnée au moment de le juger. Et le juger, on va le faire, on est aussi là pour ça. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good. Bon, il y a des données qui ne trompent pas. Voyons quelques données qui se sont répétées hier soir et qui, à mon sens, expliquent la galère des Lakers cette saison et qui, à mon sens, doivent être réglées le plus vite possible. Sinon, ça va être problématique. La première chose, c'est que les Lakers sont 19e au rebond, avec 43,8 rebonds pris par match. Et hier, c'était 32 rebonds contre 48 pour l'équipe de Philadelphie. Vous ne pouvez pas gagner les matchs avec une telle disparité. La deuxième chose, ce sont les rebonds offensifs. Les Lakers sont l'avant-dernière équipe au rebond offensif avec 8,2 rebonds pris par match. 8,2 rebonds pris par match, l'avant-dernière équipe. Et bien hier, au rebond offensif, les Lakers c'était 6 rebonds à 15. Donc pire que leur moyenne sur toute la saison. Avec 6 rebonds offensifs, ça fait qu'ils sont les bons derniers dans cette catégorie. C'est compliqué. La question du rebond offensif est fondamentale parce que vous pouvez avoir la meilleure défense possible, mais si vous concédez les rebonds offensifs, vous donnez des deuxièmes, des troisièmes chances à des joueurs NBA. Ce sont des joueurs qui sont quand même doués. À la fin de 2-3 possessions, ils finiront par marquer. C'est indéniable. Donc, il faut absolument régler ce problème. Autre chose, les Lakers sont la 30e équipe, c'est-à-dire la dernière au tir à 3 points. Ça, c'est un problème récurrent, quel que soit le joueur qu'on fait venir aux Lakers, il n'arrive pas à rentrer ses tirs. Il faut analyser ce problème en profondeur pour savoir pourquoi ça n'arrête pas de se répéter. Les Lakers hier soir ont tiré à 25% contre 48 aux Sixers. C'est absolument catastrophique. On ne peut pas gagner les matchs dans ces conditions. C'est presque le double de réussite pour l'équipe adverse. Donc, c'est absolument catastrophique. Si vous ajoutez en plus cette adresse défaillante du côté des Lakers et cette adresse très importante de l'adversaire, plus les rebonds offensifs qu'ils prennent, vous êtes dans l'incapacité de battre cette équipe. Ça doit être une donnée que les Lakers doivent avoir sur un tableau souligné. Voilà quelque chose qu'ils doivent absolument rectifier. Alors, c'est la 22e équipe sur 30 au niveau des pertes de balles. C'est 15,2 pertes de balles par match et hier, c'est 17 pertes de balles contre seulement 5. Vous avez bien entendu. 17 à 5. Vous n'êtes pas dans la même ligue. C'est impossible. Alors, les Lakers sont la 12e défense à NBA avec 112 points concédés. Et hier, c'est 138 qu'ils ont pris. Donc, 112 points inscrits, ça leur fait la 12e équipe en défense. Et 138, ça les place à la dernière position dans cette catégorie. Donc, vous avez là des données statistiques, des données basketballistiques qui sont absolument contre les Lakers et qui sont redoutables contre cette équipe des Lakers. Alors, 44 points de différence entre les deux équipes. Est-ce que c'est vraiment la différence de niveau entre ces deux équipes? Bien sûr que non. Mais attention, j'ai vu des choses hier qui sont assez graves. On va en parler. Une déclaration de LeBron qui, à mon sens, va plomber le vestiaire des Lakers. En tout cas, ça va mettre une grosse pression tant sur le coaching staff que sur le front office, mais aussi sur les joueurs. Et à part ça, à côté de ça, j'ai vu des bras ballants, j'ai vu des têtes baissées, j'ai vu des attitudes qui sont absolument indignes pour une franchise comme les Lakers, qui est la meilleure franchise en sport américain et peut-être même dans le monde. C'est 17 titres. C'est une équipe qui a toujours gagné à toutes les décennies. Seulement, à la décennie 90, ils n'ont pas remporté de titre. Donc, c'est une équipe qui a l'habitude de gagner. Et les attitudes de hier ne sont pas dignes des Lakers. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good. I guess while we're speaking about history, you've never played in a game where your team's lost by 44 points before. As you're sitting over there on the bench in the fourth quarter and you're watching it really get out of hand, what's going through your mind about what needs to change for this to not happen again?
What needs to change in order for that not to happen again? A lot. Is there anything in particular? Not a lot. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, on a posé la question à LeBron. Qu'est-ce qui doit changer pour que cette chose ne se reproduise plus? Puisqu'il s'agit là de la pire défaite de LeBron dans sa carrière. Eh bien, il a dit, beaucoup de choses doivent changer. Il l'a dit 2 fois. Et puis, on lui a reposé la question un peu plus loin. Ça, je vous ai pas mis l'extrait, mais il a réitéré la même chose. Beaucoup de choses doivent changer. Quand la superstar de l'équipe dit ça, en général, c'est le coach qui saute. Bien sûr, on peut faire un trade. On peut envoyer D'Angelo Russell du côté des Bulls de Chicago. J'en ai parlé dans une émission précédente. On peut faire ce genre de choses. Mais on ne va pas pouvoir trader Anthony Davis, puisqu'il vient de prolonger avec l'équipe. Ça va être compliqué. Donc, c'est pas au niveau des joueurs qu'on va faire les changements profonds, c'est au niveau du coaching staff. Soit dans sa manière d'aborder les matchs, ou tout simplement un changement de scénario. Je n'exclus pas cette possibilité. Je vous rappelle que LeBron James a failli arrêter sa carrière après la défaite, après le sweep face aux Denver Nuggets. Il est revenu parce qu'il était particulièrement excité par le potentiel de ce roster. Un roster, s'il n'est pas complet depuis le début, n'a pas donné satisfaction. Beaucoup de ces joueurs qui ont pris la grosse somme d'argent, le gros chèque pendant l'intersaison, n'ont pas encore répondu à l'appel. Et pendant ce temps, Darvin Ham se console comme il peut. But to me, I'm not making excuses. Like we showed during different moments in that game that, we had enough to do what we needed to do. It just wasn't consistent enough. Step 1, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2, get some Le road trip continue à Détroit. Les Lakers ont intérêt à gagner ce match, puisque les Pistons n'ont gagné que 2 matchs depuis le début de la saison, pour un bilan de 2 victoires pour 15 défaites. Donc, ça ressemble à une victoire des Lakers. Ou alors, si les Lakers perdent ce match, ou s'ils se font accrocher et gagnent difficilement face à Détroit, là, on comprendra que quelque chose s'est cassé dans cet effectif. Et à ce moment-là, je pense que Darvin Ham sera en danger. Avant ça, il faut pas trop se préoccuper puisque je pense que ce match devrait tourner à l'avantage des Lakers. C'est le moment pour cette équipe des Lakers de montrer le caractère qu'ils ont et de détruire cette équipe des Pistons. Ensuite, c'est beaucoup plus compliqué. Il faudra aller à OKC. C'est difficile d'aller gagner à OKC. OKC est 2e de la conférence Ouest, les gars. Juste après les Minnesota Timberwolves. Ouais, je sais. C'est compliqué ce qui est en train de se passer en NBA. Il y a des équipes qui ne sont pas dans le top 8. Les Lakers sont 8e, mais en dessous, il y a Golden State, il y a Clippers, il y a beaucoup d'équipes qui sont plus bas que les Lakers. Alors que des équipes comme Minnesota sont en tête, suivies d'OKC. Donc, il y a beaucoup de surprises. La NBA est compliquée. L'Ouest est solide. Même l'Est aussi. Donc, tous les matchs sont compliqués. Et d'une nuit à l'autre, n'importe quelle équipe peut gagner et n'importe quelle équipe peut perdre. C'est pour ça qu'il faut arriver préparé. Donc, si je calcule bien, ça devrait faire un road trip de 2 partout. 2 victoires, 2 défaites. Ce n'est pas si mal pour une équipe en début de saison. Quand vous gagnez 3 matchs sur 4 en déplacement, vous commencez à rentrer dans une forme d'élite de la NBA. Et quand vous êtes capable de gagner 4 matchs à l'extérieur, là, on sait que vous êtes un contender. Mais les Lakers ne sont pas encore un contender, en tout cas pas tant que tout le monde n'est pas de retour. Parce qu'il ne faut pas oublier que Vanderbilt n'a toujours pas joué. Il va apporter de la solidité à cette équipe. Et Gabe Vincent, qu'on le veuille ou pas, il va apporter de la profondeur. Il va peut-être apporter des tirs extérieurs. Ce n'était pas le cas jusqu'ici, mais ne sait-on jamais. Peut-être qu'il a analysé le jeu. Il a travaillé son tir extérieur pendant qu'il ne pouvait pas jouer puisqu'il avait un problème au pied. Donc, il pouvait s'entraîner au tir extérieur. Peut-être qu'il va revenir un autre joueur. Le joueur des finales avec Miami l'année passée, sait-on jamais.
Et je vous dis ça parce que c'est important pour la suite. Puisqu'ensuite, les Lakers retournent à la maison pour recevoir l'équipe des Rockets. Il faut rappeler que les Rockets ont déjà humilié les Lakers en début de saison. Les Lakers ont gagné le deuxième match, ils sont à 1 partout, mais sait-on jamais, si les Lakers n'arrivent pas avec la motivation nécessaire, ils peuvent encore une fois se faire humilier. Et après, c'est un nouveau road trip dans le Texas, à Dallas et ensuite à San Antonio contre Wembanyama. Ça va être très intéressant. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in. Donc voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi j'ai parlé des Clippers. Hein? Fan des Clippers, vous pensez que je peux être fan des Clippers? Jamais. Lob City ou pas Lob City, New Balance ou pas New Balance, le barbu, Russ, tout ce que vous voulez. Les Clippers ne sont pas dans la même ligue que les Lakers. Pour qu'ils soient dans la même ligue que les Lakers, il faudra qu'ils fassent un 17-peat. Vous savez ce que c'est? Gagner 17 titres d'affilée. Ça va être compliqué pour arriver au niveau des Lakers. On parle d'une équipe qui n'a même pas encore fait une finale NBA. Donc, arrêtons les bêtises tout de suite. Alors, vous êtes rassurés? Allez, à la prochaine vidéo.